Bonjour à tous, l'accident vasculaire cérébral ou AVC est une urgence grave. C'est le thème que nous abordons aujourd'hui dans 1, 2, 3 Santé. Merci d'être avec nous. Avec le docteur José Perianin, nous recevons aujourd'hui le professeur Annie Lanuzel, neurologue. Elle nous expliquera pourquoi, en cas d'AVC, la rapidité de réaction peut être déterminante. Déterminante en effet, car l'obstruction ou la rupture d'un vaisseau dans le cerveau va empêcher l'arrivée du sang dans ce territoire et la souffrance de ce territoire, la perte de fonction. Il faut donc lever rapidement et permettre la réoxygénation de ce territoire. On écoute sans plus tarder la question du jour. Je voudrais savoir si l'AVC se manifeste de la même façon chez la femme et chez l'homme. Et nous accueillons pour cette émission le professeur Annie Lanuzel, chef du service neurologie au CHU de Pointe-à-Pitre. Bonjour professeur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Peut-on commencer par définir l'AVC ? Donc un accident vasculaire cérébral, comme vous l'a dit le docteur Perianin, c'est une souffrance cérébrale brutale, et ça c'est un caractère qui est important, ça survient brutalement. C'est lié à une perturbation de l'irrigation d'une partie du cerveau. Alors certains patients utilisent le terme d'attaque cérébrale. C'est la même chose, d'accord ? Il y a en gros deux types d'accidents vasculaires cérébrales. Soit un vaisseau se bouche, et dans ces cas on parle d'accident vasculaire ischémique ou infarctus cérébral, soit un vaisseau se rompt, et dans ces cas on parle d'hématome cérébral. Le premier cas, c'est 80%. Le premier cas est beaucoup plus fréquent, c'est effectivement à peu près 80% des patients font une ischémie, donc un infarctus cérébral. D'accord. Quels sont justement les chiffres de l'AVC en Guadeloupe ? Alors en Guadeloupe, il y a environ 1000 cas d'accident vasculaire cérébral par an. Ça fait 2 cas par jour. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est plus fréquent qu'en métropole. Et on a une idée de la raison de cette surfréquence, on en parlera tout à l'heure. Quels sont les facteurs favorisants, quelles sont les personnes à risque devant cette fréquence ? Donc les personnes les principalement concernées par l'accident vasculaire cérébral sont les hypertendus. Ensuite viennent les diabétiques et le risque est vraiment plus élevé lorsqu'on est hypertendu et diabétique. Donc ça, c'est vraiment les deux... L'association fréquente. L'association fréquente, en Guadeloupe surtout, et l'association à haut risque d'accident vasculaire cérébral. Après viennent d'autres risques, le fait d'avoir du cholestérol, le fait d'être fumeur, d'avoir une surcharge pondérale, et de façon un peu moins fréquente, le fait d'avoir une arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire, mais ça c'est moins fréquent, mais c'est extrêmement... Qu'est-ce qu'une arythmie cardiaque ? C'est le cœur qui bat de façon irrégulière. D'accord. Donc quelqu'un qui est traité pour une arythmie cardiaque a un risque de faire un accident vasculaire cérébral. Il faut absolument qu'il soit suivi, et il faut absolument qu'il suive un traitement par anticoagulant. Toute personne avec une arythmie cardiaque doit être suivie par un cardiologue et avoir un anticoagulant, sinon il a un risque élevé de faire un accident vasculaire cérébral. Donc dans l'arythmie, on fabrique des caillots dans le cœur qui vont aller se loger dans le cerveau. Tout à fait. Il y a d'autres facteurs de risque un peu moins fréquents, mais qui ont le mérite quand même d'exister. Il faut absolument les connaître. C'est la consommation d'alcool excessive. Ça, c'est un risque de faire un accident vasculaire par hémorragie. Et la consommation de toxiques, le cannabis notamment, qui présente c'est un facteur de risque de faire un accident vasculaire cérébral, et ça concerne dans ces cas-là surtout les sujets jeunes. D'accord. Vous avez parlé de tabac tout à l'heure, la cigarette électronique aussi ? Alors la cigarette électronique, son rôle est controversé, on n'a pas encore beaucoup de recul. Alors sur les données expérimentales chez l'animal, la cigarette électronique, tout comme le tabac standard, entraîne un risque d'athéromatose, donc c'est-à-dire ça encrasse les vaisseaux, à un moindre degré, mais ça encrasse les vaisseaux. Quand on fait des études en population, des études épidémiologiques, on n'a pas retrouvé de surrisque d'AVC chez les consommateurs de cigarettes électroniques, donc encore affaire à suivre. Alors chez toutes ces personnes à risque, quels sont les signes qui vont faire penser brutalement à un AVC ? Alors il y a vraiment 3 signes principaux qu'il faut connaître. Le fait d'avoir une déviation du visage, tout ça brutalement, déviation du visage d'un côté, le fait de perdre la force musculaire d'un membre,
essentiellement d'un ou de plusieurs membres, surtout quand il s'agit du même côté. Donc dans ces cas, on a un déficit moteur, on va dire, d'un côté, d'un bras et d'une jambe. On parle d'hémiplégie. Et le troisième signe majeur, c'est le fait d'avoir des perturbations du langage, soit un manque du mot, des difficultés à trouver ses mots, ou une difficulté de compréhension, on ne comprend plus le langage des autres. Donc ça, c'est ces 3 signes majeurs. Il ne faut pas méconnaître quand même les petits signes. Ça peut être des troubles de l'équilibre brutaux, ça aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas méconnaître. Et aussi des maux de tête. Ça peut être aussi des céphalées. Et il faut savoir que parfois ces signes sont isolés et parfois ils sont associés. Excusez-moi, pour répondre à la question du téléspectateur, est-ce que les signes sont les mêmes chez l'homme et chez la femme? Oui, il n'y a pas de différence chez l'homme et chez la femme. D'accord. Vous avez dit apparition brutale et c'est non douloureux également. C'est non douloureux, sauf lorsqu'il y a des maux de tête. Oui. Ouais. Mais sinon, c'est non douloureux. Pas de douleur, a priori, lors d'un accident vasculaire. Alors, comment doit-on réagir quand ces signes apparaissent? Alors, lorsque ces signes apparaissent, on doit réagir rapidement et la réaction à avoir, c'est d'appeler le 15. Alors, le patient n'est pas toujours apte lui-même à appeler le 15, puisqu'il peut être... il peut être gêné par ces signes. En tout cas, le patient ou l'entourage doivent appeler le 15. Ils doivent avoir des messages très précis à donner au 15. Donc, ils appellent le 15 et ils disent « Je pense que je fais un accident vasculaire cérébral ». Et s'ils connaissent bien les signes, ils peuvent être tout à fait convaincants. Après, lorsque le 15 est appelé, il faut qu'il reste allongé en attendant la venue des secours. C'est soit les pompiers, soit le SAMU. Ensuite, il est acheminé au CHU, idéalement, ou au CHBT, puis dans un second temps au CHU, et pris en charge rapidement. Donc, pourquoi c'est important d'appeler le 15? Parce que lorsque les patients appellent le 15, le neurologue est prévenu par le 15 et attend le patient. Donc, il prend une filière prioritaire, il n'attend pas aux urgences, il est dépisté comme un possible AVC. Parce que le temps est essentiel dans la prise en charge. Le temps est capital, chaque minute compte. Il ne faut absolument pas perdre de temps. Il ne faut pas perdre de temps à appeler son médecin traitant. Il ne faut pas attendre le lendemain, il ne faut pas attendre le surlendemain, il ne faut pas attendre que ça régresse tout seul. Les petits moyens, bon, ça peut rassurer, il y a des gens qui se passent du vinaigre, ça peut rassurer, mais ça n'a pas d'effet thérapeutique. Donc il faut appeler le 15, il faut être pris en charge rapidement. C'est la condition même de la récupération. Le grand message, gagner du temps, ne pas attendre toutes sortes de détails. Et on a 4h30 pour, en gros, de délai pour appliquer un traitement, dont on parlera tout à l'heure. Mais plus on arrive tôt, plus on a de chances de récupérer. Alors justement, dans certains cas, on va pouvoir administrer des thrombolytiques. Ce sont des médicaments qui ne sont efficaces que s'ils sont administrés rapidement. Je vous propose ce reportage au CHU de Pointe-à-Pitre. Nous sommes au CHU de Pointe-à-Pitre. Une prise en charge rapide de la personne victime d'un AVC s'impose. Au moindre doute, il est impératif d'appeler le SAMU au numéro 15. Il signale une déviation du visage vers la gauche avec une suspicion de déficit à droite. C'est un patient dont on sait qu'il est hypertendu, mais on n'a pas d'autres renseignements. La gestion de l'appel d'un accident vasculaire cérébral consiste à prendre l'appel d'un demandeur qui pense assister ou être en train de faire un accident vasculaire cérébral avec les signes donc, qui sont les suivants. Manque de la parole, déviation du visage ou bien perte de motricité d'un côté du corps. Ce sont les 3 signes principaux qui doivent nous alerter la population sur l'AVC, la suspicion de faire un AVC. L'AVC, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Donc nous sommes le maillon principal au 15 de cette prise en charge globale de l'AVC en aigu.
Alors une fois la suspicion d'AVC confirmée, le médecin régulateur va prévenir de l'arrivée du patient pour qu'il soit pris en charge le plus rapidement possible. Nous avons des numéros dédiés qui nous permettent d'avoir le neurologue d'astreinte et le médecin d'accueil aux urgences qui vont prendre prioritairement ce patient afin qu'il ait l'imagerie rapide d'IRM pour pouvoir définir du traitement à faire pour ce patient. Plus tôt l'AVC sera pris en compte, plus tôt l'AVC sera pris en charge et mieux on pourra effectuer la thérapeutique en urgence qui s'appelle la thrombolyse et qui permettra éventuellement de prendre en charge plus rapidement donc, cet AVC et d'éviter les séquelles neurologiques qui peuvent se venir. Le traitement en urgence de l'AVC est la thrombolyse, une technique médicale ayant pour objectif de dissoudre en urgence le caillot sanguin qui obstrue l'artère cérébrale. Donc là on voit l'AVC ischémique, donc c'est une artère qui est bouchée et donc toute la zone en blanc qu'on voit, ce sont les neurones en souffrance. Donc là il y a un gros AVC qui on essayerait de sauver avec la thrombolyse. On utilise les thrombolytiques en cas d'AVC ischémique, c'est-à-dire quand une artère est bouchée, et seulement quand l'artère s'est bouchée dans les 4h30. Si ça dépasse 4h30, malheureusement, tous les neurones sont morts et il n'y a plus rien à sauver et ça n'a plus d'intérêt à mettre le thrombolytique. Donc les thrombolytiques agissent en dissolvant ou en détruisant le caillot au niveau de l'artère, qui permettent de rétablir le flux dans cette artère et donc de pouvoir nourrir à nouveau les neurones qui étaient en souffrance. Alors le résultat des thrombolytiques peuvent permettre une amélioration de la récupération des patients et donc qu'ils aient moins d'handicap que si on n'avait rien fait, voire même une récupération totale, ils peuvent retourner chez eux comme avant. Mais c'est peu fréquent. Malheureusement, et plus précoce est le traitement, plus il y a des chances qu'il marche. Retour sur le plateau de 1, 2, 3 Santé. Alors on vient de le voir dans ce reportage, face à un AVC, il n'y a pas une minute à perdre. En fait, chaque minute en plus, c'est du temps de cerveau en moins, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc plus on est pris en charge rapidement, plus on a de chances de bien récupérer. Il faut savoir que la prise en charge rapide telle qu'elle est préconisée fait diminuer de 30% le risque de séquelles. C'est vraiment un chiffre qu'il faut avoir en tête. Et il faut aussi savoir que selon une étude récente qu'on a menée, seule la moitié des patients aux Antilles-Guyane arrivent dans ces 4h30. La moitié des patients donc arrivent largement après le délai de prise en charge optimale. Vous avez décrit tout à l'heure tous les signes de la maladie, et quand ces signes disparaissent rapidement, spontanément, ce qu'on appelle l'accident transitoire, que faut-il faire? Effectivement, dans l'accident transitoire, l'artère se débouche, donc l'obstruction artérielle ne laisse pas de séquelles. Donc il faut avoir exactement la même attitude que lorsqu'on a un accident vasculaire cérébral, puisque le risque de faire un vrai accident vasculaire cérébral est majeur dans les 48 premières heures. Il vaut mieux d'une part bénéficier de tous les examens et de toute la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral. D'une part, au cas où il y a un AVC qui survienne dans les heures, on est à l'hôpital et ça c'est la meilleure des configurations. Et puis aussi pour mettre en place les traitements pour éviter l'accident vasculaire cérébral. Donc il ne faut absolument pas négliger en se disant c'est passé, ce n'était pas grave. Pour l'accident vasculaire cérébral, c'est l'équivalent de l'angine de poitrine pour l'infarctus du myocarde. Tout à fait. À la différence que ça fait pas mal. Donc c'est souvent mal connu, pas diagnostiqué.
et pas identifié. Et ce risque de récidive existe aussi quand vous avez eu un AVC qui a été traité, qui a été pris en charge, qui a été guéri, mais il faut prendre en charge tous les facteurs favorisants, c'est-à-dire changer son mode de vie. Tout à fait. Alors ça, c'est notre quotidien. On voit régulièrement des patients qui reviennent pour un second accident vasculaire cérébral. On sait qu'il y a un risque de récidive, surtout lorsqu'il y a plusieurs facteurs de risque. Donc, lorsqu'on est hypertendu et diabétique, il y a plus de risque de récidive que lorsqu'on a un seul facteur de risque. Et dans ces cas-là, il faut vraiment contrôler ces facteurs de risque, bien contrôler son diabète, bien contrôler son hypertension, son cholestérol, être suivi médicalement, c'est la clé pour ne pas refaire un accident vasculaire cérébral. Alors surtout, vous restez avec nous, on a encore plein de questions à vous poser. Dans la suite de cette émission, nous parlerons de la vie après un AVC. Quelles sont les séquelles et les rééducations possibles? À tout de suite. Retour sur le plateau de 1, 2, 3 Santé. Le professeur Annie Lanuzel, chef du service neurologie au CHU de Pointe-à-Pitre, est toujours avec nous. On a vu qu'une prise en charge rapide diminuait les risques des séquelles. Quelles peuvent être justement ces séquelles? Donc l'évolution d'un accident vasculaire cérébral est variable. Donc certains patients gardent des signes à l'issue de l'hospitalisation et nécessitent une prise en charge dans un centre de rééducation. D'autres ont juste besoin de kinésithérapie, d'orthophonie en libéral. Donc ces séquelles sont plus ou moins sévères. Ça peut être des difficultés à marcher en raison d'une paralysie, à prendre les objets lorsqu'il y a un trouble moteur du bras, difficulté à parler, à comprendre, des troubles de l'attention également. Et ça peut être de façon un peu peut-être moins attendue, une dépression, une fatigue qui peut persister pendant plusieurs mois après l'accident vasculaire cérébral et qu'il ne faut pas méconnaître. Il ne faut pas être trop pressé de reprendre son travail lorsqu'on est en activité. Et ça peut être aussi des difficultés à entreprendre plusieurs tâches de façon simultanée. Donc les séquelles peuvent être motrices, langage, mais aussi dépression et cognition. Voilà. Et la rééducation, s'il y a rééducation, peut durer très longtemps. Alors ça, c'est difficile de dire de façon générale, mais ça dépend, c'est vraiment au cas par cas. Il y a des patients qui, fort heureusement, ont tout récupéré rapidement et d'autres qui gardent des séquelles au long cours. Ça, il faut pas l'ignorer. Ça dépend beaucoup de l'intensité initiale des signes. Ça dépend également de l'âge, ça dépend de plein de choses, de l'état général du patient. Plus on est jeune, globalement, plus on a des capacités de récupération importantes. D'accord. Alors, ces séquelles peuvent perturber la réintégration sociale, professionnelle de la personne, voire le retour à la maison. Tout à fait. Donc, il est évident que lorsqu'il reste une hémiplégie et que le patient n'a pas récupéré d'autonomie complète, il y a des répercussions sociales, familiales, professionnelles. Mais je disais tout à l'heure, ça peut être un peu plus subtil. Et donc, la fatigue, les troubles de l'humeur, même voire des changements de personnalité sont des choses qui peuvent se voir après un accident vasculaire cérébral. Et c'est assez déroutant pour l'entourage. Il faut savoir se faire accompagner par un psychologue. Il y a aussi des équipes qui se penchent sur ce sujet dans le cadre de l'éducation thérapeutique avec l'aide d'orthophonistes, de médecins rééducateurs et de psychologues. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, la rééducation peut permettre de récupérer les fonctions touchées, réapprendre à marcher. Je vous propose ce reportage. À tout de suite. Nous sommes à la clinique de Choisy. Les objectifs de réadaptation neurologique après un accident vasculaire cérébral, AVC, sont de permettre à un patient de récupérer le plus de capacités motrices possible ou de développer des stratégies de compensation. Le patient doit retrouver le maximum d'activité physique et sociale et un mode de vie plus autonome. Alors un patient qui a eu un AVC, après la stabilisation de son état dans le service de neurologie, en fonction de la localisation de son AVC, il peut y avoir des séquelles.
et il arrive dans un service de rééducation. Et donc nous sommes une équipe pluridisciplinaire qui fait appel à des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des orthophonistes et des neuropsychologues en fonction. Généralement, donc, quand on a un handicap suite à un AVC, on a souvent la moitié du corps qui ne fonctionne pas, donc une hémiparésie. Et du coup, on va faire appel au kinésithérapeute qui va faire travailler la marche. L'ergothérapeute va venir se suppléer en faisant plus travailler le membre supérieur, en faisant aussi, elle a aussi une approche cognitive en faisant travailler les patients sur des doubles tâches quand ils ont aussi ces séquelles cognitives. Parmi les séquelles qu'on peut avoir chez les patients qui ont été victimes d'un AVC, ça peut être les troubles de l'équilibre avec on ne sent pas bien son membre, donc on a une perte de l'équilibre et l'équilibre va tout à fait avec une reprise d'une marche en sécurité. Donc on insiste sur le travail de l'équilibre et donc ça peut être sur un plan isocinétique, on met le patient en situation un peu de difficulté et on voit et on travaille pour qu'il s'adapte et donc éviter le risque de chute qui est vraiment très invalidant et contraignant dans notre profession et pour le patient. Surtout, bien souvent, quand on a eu un peu ces cas en AVC, on n'est plus aussi sportif qu'avant, on n'est plus réadapté. Donc la réadaptation à l'effort cardiovasculaire est vraiment très importante dans la prise en charge. Et donc du coup, on fait un travail sur les vélos elliptiques ou autres pour renforcer le cœur et permettre aux patients d'avoir une meilleure capacité cardio-respiratoire pour le futur. Le patient peut également aller faire de la balnéo, travailler donc dans l'eau, qui est très prisée. Et donc nous avons à disposition cette balnéo où nous adressons nos patients. Et c'est avec les kinésithérapeutes ou les APA qui peuvent faire ce genre de programme. En vue de préparer le retour à la maison, eh bien, effectivement, on va faire des ateliers thérapeutiques, notamment avec les ergots et n'importe quel corps de métier, les orthophonistes ou autres, pour permettre justement ce retour à la maison. Et donc, on va faire des ateliers cuisine. On réapprend à nos patients à cuisiner. Donc, ça fait travailler la cognition, se rappeler de pouvoir enchaîner une recette, savoir qu'il faut casser l'œuf avant de le vider, de le mettre dans le pot. Donc, c'est les ateliers thérapeutiques avec également le jardin thérapeutique. On réapprend à planter. Enfin, tout ça, c'est des choses un peu automatiques dont on ne pense même pas à faire, mais qu'une fois qu'il y a eu une lésion cérébrale dans la zone qui contrôle tout ça, et ça devient quelque chose de tout à fait inconnu et difficile à appréhender pour le patient. Le but étant pour nos patients de retourner au travail tant que leur handicap ou les séquelles le permettent. Et donc pour cela, on travaille tout à fait en lien avec l'histoire du patient et notamment sa profession. On prépare tout cela, donc on a des structures adaptées. Donc il faut savoir que nos patients arrivent chez nous en hospitalisation complète et une fois que l'état s'améliore, on a pu mettre en place des adaptations, on peut passer sur une activité d'hôpital de jour et ensuite on effectue un suivi au long cours et toujours en étant là avec la médecine du travail à adapter le poste du patient pour justement qu'il retourne à une vie la plus normale possible avec ce nouvel handicap. J'ai fait un AVC, ça m'est tombé dessus comme un arc-en-ciel par un jour de beau temps. Ça veut dire quelque part qu'on est toujours surpris de savoir qu'on est dans cette situation. Quand je parle d'hygiène de vie, je suis un exemple patent. Je ne mange pas de sel, je ne mange pas de sucre. Je bois un petit coup de temps en temps, Mais 5 fruits, j'en mangeais. Et pas de vinaigrette, toujours mangeais mes légumes nature, tout. Je me suis du sport, j'en ai toujours fait. J'ai fait de la course à pied, j'ai marché 3 fois dans la semaine. Mais ça ne m'a pas empêché de faire un AVC. Donc je pense que si aujourd'hui j'arrive à m'en sortir, c'est parce que j'avais une hygiène de vie convenable. Il ne faut pas négliger cet aspect des choses. Il semblerait que c'est mon cœur qui n'a pas résisté, mais je peux le comprendre parce que je venais de perdre ma dulcinée et c'est assez difficile. En dépit de tout cela, j'ai eu avant cela à m'occuper de parents proches qui étaient aussi dans la difficulté. Donc j'avais déjà tiré sur la machine, elle en a eu assez que je tire dessus. Donc elle m'a dit stop. Il faut simplement se dire que même si c'est difficile, il faut avancer. Ce n'est pas parce que la pluie tombe qu'il ne faut pas sortir. Mais ayez du courage. Prenez votre mal en patience et dites-vous que vous êtes le seul acteur, c'est le seul qui est en mesure de vous donner les moyens de sortir de là.
Nous a rejoint sur le plateau Marie-Laure Sylvestre. Bonjour. Bonjour. Vous avez été victime d'un AVC à 48 ans et vous avez été prise en charge rapidement. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment c'est arrivé? Alors, c'est-à-dire que ça m'est arrivé le 12 avril 2016. Je suis partie très tôt de chez moi. J'ai amené ma fille à l'école. J'ai amené une copine à elle dans sa journée d'appel tranquillement. Et quand je suis retournée, je me suis dit, avant de commencer quoi que ce soit, je vais me reposer 5 minutes. Et au moment de me relever, j'ai senti mon corps changer. Je n'arrivais pas à bouger. J'ai senti comme si mon corps se vidait. J'ai paniqué. J'étais toute seule dans la maison. Je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? J'ai prié un petit peu, j'ai soufflé, j'ai respiré. Et puis j'ai eu un réflexe. J'ai pris ma main gauche. Et comme d'habitude, mon téléphone est toujours par terre. Mais ce jour-là, je l'avais laissé sur mon lit. J'ai pris ma main gauche, j'ai fait que prendre le téléphone. Et sur la liste d'appels, la dernière personne que j'avais appelée, c'était mon père. Donc je n'ai pas pensé ni au 15, ni au 18, quel que soit. Le dernier numéro, j'ai appelé. J'ai dit, papa, je ne me sens pas bien. Viens vite, viens vite. Et puis, hop, je suis retombée. Et pendant que je suis couchée là, j'ai réfléchi, mais comment il va faire? La porte est fermée, il ne pourra pas rentrer. Je dis non, c'est pas possible. J'ai pris ma respiration, j'ai respiré un bon coup. Je dis non, j'ai pris un petit peu encore. Je dis, il faut que j'y arrive. Je ne sais pas comment j'ai pu faire. Hein. Mais je sais que je me suis levée. Je suis arrivée à la porte. Je sais que j'ai fait clic, clac. Je suis retournée dans la chambre et je suis tombée plus. Et après, je ne me rappelle plus. À partir de ce moment-là, vous ne souvenez pas? Je sais qu'il y a eu du monde autour de moi, mais je ne me rappelle plus. Et je sais que les gens qui sont venus, parce que mon père, quand c'est arrivé, quand il m'a vu dans cet état-là, il a eu peur, il ne savait pas quoi faire. Donc il a appelé le voisin. Il y a un médecin tout à côté. Il a essayé de le voir, mais il n'y avait personne. Il y avait des voisins autour. C'est eux qui sont venus, qui lui ont dit qu'il faut faire le 15. Donc ils ont fait le 15 et tout ça. Mais là, lui-même, il a eu peur parce que ma bouche était sur le côté, ma vue était partie à gauche, tout ça. Et je ne bougeais pas. Et au niveau de la parole, je n'arrivais pas à parler du tout. C'est lui qui vous a emmené le CHU ou il a attendu Non, c'est les pompiers et le SAMU en même temps. Donc à partir de là, vous avez été prise en charge rapidement? Rapidement, vraiment rapidement. Vous êtes sortie rapidement du CHU? Peut-être 4 à 5 jours après, j'étais à la rééducation. D'accord, donc vous avez fait de la rééducation? Oui. Mais on vous a fait la thrombolyse également? Tout de suite. D'accord. Et tout de suite, vous n'avez gardé peu de séquelles? C'est pas apparent, mais j'en ai quand même. C'est-à-dire que j'ai toujours un problème au niveau de ma main droite. Oui. J'ai toujours les fourmillements. Moins de force. Moins de force. Et quand je suis trop longtemps assise, quand je me lève, des fois, je me sens fatiguée aussi. La fatigue, elle est présente. Mais c'est la fatigue au niveau de ma mâchoire aussi. Mais des fois, ça me reste bloqué. Donc, des fois, j'ai peur de bailler trop fort pour ne pas rester coincée. Et j'ai eu problème aussi au niveau de l'oreille interne. Professeur Lanuzel, cet AVC est survenu alors qu'elle avait 48 ans. On considère que c'est un patient jeune pour un AVC. Oui, c'est un patient jeune, tout à fait. Moins de 50 ans, on considère que c'est un accident vasculaire du sujet jeune. Mais il faut bien avoir en tête que l'accident vasculaire n'est pas forcément une maladie du sujet âgé. La moitié des patients ont moins de 65 ans. Et en Guadeloupe, les patients en Guadeloupe, aux Antilles, sont un peu plus jeunes qu'en métropole. La moyenne d'âge d'un patient qui fait un accident vasculaire cérébral est inférieure à 70 ans et la moitié des patients ont moins de 65 ans. Donc, une grande partie des patients sont en activité professionnelle, comme madame, ont moins de 50 ans. Et depuis cet accident, depuis que ça va quand même mieux, avez-vous changé votre mode de vie pour éviter un nouvel AVC, comme on disait tout à l'heure? Oui, tout à fait. J'ai carrément tout changé. Ce que je conseillerais aux gens, c'est surtout écouter son corps. Oui. C'est échanger aussi au niveau de l'alimentation. Moins de sucre, le sel, le gras. Essayer de manger des légumes, l'activité sportive et lâcher prise afin d'éviter le burn-out. Ça, c'est clair. Ça, il faut lâcher prise. Il faut apprendre à écouter son corps. Ça, c'est le plus important. Parce que j'ai eu pas mal de migraines. J'avais des signes auparavant, mais moi, je ne faisais pas attention. Comme je travaillais, j'étais comptable avant, j'avais beaucoup de migraines, mais bon,
Je mettais ça sur le compte de surcharge de travail. Mais vous avez également repris l'activité physique? Par rapport à la rééducation quand même, la marche, tout ça, j'ai recommencé. Vous continuez? Ah oui. Et votre activité professionnelle? Non, je n'ai pas pu recommencer. Vous n'avez pas pu reprendre. Mais vous avez une autre conception de la vie maintenant? Ah oui, tout à fait. Je prends le temps de vivre maintenant. Ah oui, c'est clair. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Madame Sylvestre. Merci beaucoup, professeur Lanuzel, pour toutes vos explications. José, on se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait. Pour un nouveau numéro de 1, 2, 3 Santé. Si vous voulez plus d'informations sur l'AVC, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'association France AVC. Tout de suite, c'est Yemouna que vous retrouvez pour la synthèse en créole de l'émission. Messieurs et dames, bien bonjour. Tout le monde j'attend de parler des AVC, d'abord pour yon parce que c'est un bitin qui grave et ça arrive souvent en pays là. Mais cas qui AVC. Eh bien, c'est là où vous voyez un vaisseau qui a pété ou bien bouché en cerveau. Oti là, eh bien, on partit à cerveau là, pas carré s'ouvrir sang, donc il pas carré s'ouvrir oxygène et il peut pas fonctionner comme il faut. C'est professeur Lanuzel Annie, qui est chef de service à neurologie à l'hôpital La Pointe, qui a expliqué nous en quel genre ou qu'a fait vrai qu'un monde qu'a fait un AVC. Alors soutenir plusieurs signes. Alors soit par exemple mais en engourdi ou bien on partit à corps qui restait paralysé ou bien subitement on peut pas parler, on peut pas marcher, ou pas même peut mettre corps douette. Et bien sûr vous constatez il y en a dans ces signes là ça faut pas perdre temps, faut crier les 15, héler les sami vitement pressé pour yo peut chailler moun dans l'hôpital pour yo justement peut garder si yo arriver déboucher vaisseau là qui bouche là, yo ka crier ça on thrombolise. Alors attention, plus ou agit vite et plus moun là ça ni chance sauver et pas arrêter pekli. Si ça prend petit bon piston, à moment là ça moun n'a pas ni problème après puis il peut pas aller, puis il peut marcher, on parti à figuier et peut rester en travers et à moment là ça il est obligé faire rééducation pour garder si il ka ouvine bien. Moun qui ka fait AVC plus facilement, eh bien c'est moun qui jani problématique, qui jaka fait tension ou bien moun n'a sapé jani un problème entier ou c'est des moun qui gros à dépasser. C'est pour ça catégorie à ces moun n'a ça, eh bien faut yo prendre précaution à yo, rester véatif et surtout suivre traitement à yo et conseil à médecin à yo. Nous vote pour aujourd'hui là, toujours songer que c'est on celle qu'on nous nie, alors ça nous prend précaution à y, puis rester docteur. À dans notre soleil.